J'ai la chance de vous présenter les travaux que nous avons menés sur la maîtrise de la contamination de la volaille dans les zones contaminées à chlordécone avec les co-auteurs qui sont quasiment tous ici présents dans la salle. Alors, un fait économique, l'élevage de volaille de chair aux Antilles couvre à peu près, donc l'élevage de volaille, on va dire professionnel, couvre à peu près 12% de la consommation locale. Ce sont des données qui ont à peu près 10 ans, mais je pense pas que ça a profondément changé. Sur les œufs, c'est un tout petit peu plus, mais ça reste quand même une petite partie de la production. Ce qui veut dire que le résiduel, ce soit importé de métropole, soit autoproduit ici. Ça veut dire que, bon, ça a un tout petit peu sauté, pas grave. Dans les élevages familiaux sur parcours, avec l'ingestion de sol, un tout petit peu ce que Maurice vient de développer sur le bovin, c'est aussi vrai pour la poule. Et ces animaux sont au moins partiellement nourris avec des aliments autoproduits. On parle des résidus des jardins, des choses comme ça, des épluchures de cuisine. Un autre point qui c'est pas le moindre, on a déjà discuté tout à l'heure, les LMR sont réservés aux denrées commercialisées, mais pas sur le produit autoproduit. Ce qui forcément fait émerger les questions, quels sont les risques pour la contamination des produits avicoles? Quels sont les facteurs de variation de cette contamination? Et à partir de ce point-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le risque de cette contamination? Pour répondre à cette question, nous sommes inspirés d'abord des enquêtes auprès des éleveurs familiaux sur les deux îles, que je vous présenterai, mais également de quelques articles qui ont essayé d'obtenir quelques données de la volaille et de transfert de la chlordécone dans les produits. Alors, les démarches qui ont été entreprises dans les enquêtes de jardins familiaux, nous avons pioché dans ce pool pour sélectionner des éleveurs avicoles qui ont mon jardin créole. Nous avons obtenu 32 élevages qu'on a étudiés, 19 en Guadeloupe, 13 en Martinique, et nous avons relevé dans chacun des élevages la contamination du sol du site, autant dans le bâtiment que sur le parcours. Ce ne sont pas toujours les mêmes données. Nous avons relevé des pratiques d'élevage concernant comment est-ce qu'on a alimenté les animaux, comment est-ce qu'on a abreuvé les animaux, de quelle manière est-ce qu'on a apporté nourriture et eau. Donc il y a qualité et la façon de le présenter, la distribution. Nous avons essayé de caractériser le parcours au niveau surface et au niveau couvert du parcours. Et nous avons relevé des performances des animaux. Donc pour les poules, une intensité de ponte, et pour les coqs, en rythme de croissance, au moins avec des abacs. Ensuite, nous avons prélevé dans chacun des élevages enquêtés des oiseaux. Ça fait encore en deux parce qu'on avait mâles et femelles, donc certains élevages on avait poules et coqs, d'autres on avait un seul. Et sur ces animaux, nous avons analysé la teneur en chlordécone dans l'œuf, dans la cuisse avec peau, dans le gras abdominal et finalement dans le foie. Alors, en premier résultat, je ne vais pas tout vous présenter, mais je pense que vous allez, bon, on a déjà parlé un tout petit peu. Vous avez ici les concentrations de chlordécone dans le sol du site. Donc ici, on a en dessous de la limite de quantification qui était donc pour nous à 0,01 mg chlordécone par kilo de sol. Après la classe 0,01 à 0,1, jusqu'à 0,5, jusqu'à 1 et au-delà de 1. Et ici, je pris comme exemple le chlordécone dans la cuisse en microgrammes par kilo, donc inférieur à la limite de détection. On avait excepté cet échantillon-là, toutes les 10 cuisses, 10 cuisses sur les 11 ont été issues des sites avec des teneurs de chlordécone sol inférieures à la limite de quantification. Entre limite de détection et limite de quantification, ça commence à s'échelonner un tout petit peu. Et si dans les cuisses, nous avons des concentrations en chlordécone qui sont supérieures à la limite de quantification, donc 5 microgrammes kilo, hop là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton comme tous mes prédécesseurs. Par mon test pour les orateurs. Vous voyez quand même que on est sur des sites qui sont quand même moyennement jusqu'à fortement chargés en chlordécone. Ça veut dire qu'il y a
très clairement une concentration de CLD dans le tissu qui augmente très rapidement dès qu'il y a du chlordécone dans le sol. Donc là, quelque chose qui se dégage de manière assez systématique et pas uniquement dans les cuisses que j'ai pris comme exemple. Alors, un autre élément pour un tout petit peu peut-être familiariser tout le monde avec l'élevage de volailles, une poule en plein air peut ingérer des quantités de sol non négligeables. Nous avons mené des études en métropole où on a forcé un tout petit peu le trait, on a poussé les poules au vice, on a quand même arrivé jusqu'à 22% de sol dans la matière sèche ingérée. C'est énorme. Bon, c'était fait en métropole, mais je suis à peu près convaincu que ici on trouvera des résultats extrêmement semblables. Ce qui est extrêmement fâcheux, nous avons après regardé, alors ok, la poule ingère beaucoup de sol, mais est-ce qu'elle est capable d'extraire la chlordécone du sol qu'elle ingère? Là aussi, ce sont des études qui ont été faites en conditions contrôlées, mais qui sont très explicites. Vous avez ici 3 courbes, une première courbe de contrôle où le chlordécone est apporté dans des quantités croissantes par un vecteur optimisant, ici une solution huileuse. Et vous avez les 2 types de sols dont on a déjà beaucoup parlé dans la journée, chlordécone dans nitisol, chlordécone dans endosol. Et ici, l'enrichissement de tissu, je crois que j'ai pris l'œuf, et vous voyez ce qui se passe, les 3 courbes sont superposables. Ça veut dire, peu importe si le chlordécone est apporté par l'huile, qui est quand même un milieu extrêmement favorisant, ou les 2 sols entiers, la poule pompe tout. Ça veut dire, nous avons ce qu'on appelle une biodisponibilité relative, qui est très très proche de 1. Ça veut dire, elle en mange beaucoup et elle extrait quasiment tout. Bon, ça n'aide pas. Ça veut dire que la contamination du sol du site, qu'on a vu là, explique de très loin la contamination des tissus des oiseaux. Alors, prochain point, sensibilité des tissus. On a quand même analysé 4 tissus différents. J'ai pris 2 critères pour les classer. Le premier, c'est la concentration maximale qu'on a trouvée dans les différents tissus en microgrammes par kilo frais. Je vais un tout petit peu répéter les chiffres qu'on a eu tout à l'heure en Canaries. Donc les 2 tissus qui sont de très loin les plus exposés, c'est foie et œuf. Nous sommes donc ici à 4500 microgrammes par kilo de foie frais ou 3800 microgrammes de chlordécone par kilo d'œuf écaillé. Ce sont des valeurs qui sont énormes. Dans les gras abdominaux, on culmine à seulement, si je peux me permettre d'utiliser les termes seulement, à 2370, donc on va dire peu ou prou la moitié. La cuisse avec peau, on a quand même des valeurs qui sont significativement inférieures. Et dans la littérature, on a une autre source que je citerai tout à l'heure, où ça a été mesuré dans la cuisse sans peau, ce sont des valeurs qui sont encore un tout petit peu inférieures. C'est à peu près l'hiérarchie des tissus. Bon, vous allez me dire que oui, je suis un tout petit peu catastrophiste, j'ai pris les valeurs maximum, prenons la moyenne, mais comme on a une énorme distribution, une énorme variabilité, j'ai pris plutôt des moyennes géométriques, parce que pour moi, c'est des valeurs comme ça, mais une arithmétique, ça veut rien dire. Alors si je prends la moyenne géométrique, on est donc ce foie et œuf à, on va dire, une bonne quarantaine de microgrammes par kilo frais, autant dire que le double de la LMR, dont on a déjà parlé. Dans les gras abdominaux, je suis à 23, comme je suis dans le gras, bon, effectivement, et dans la cuisse avec peau, je suis quand même à 9. Les petits chiffres à côté, c'est le nombre d'échantillons, je n'ai pas toujours les 42. Par exemple, des œufs sur les coques, c'était relativement compliqué d'en avoir. Ensuite, une petite distribution. Alors, on va commencer avec ce qui est le plus fâcheux, les œufs. Vous avez ici la concentration de chlordécone dans le sol du site. Ici, la concentration de chlordécone dans l'œuf écaillé. Et vous voyez que oui, effectivement, quand on est très bas, ici j'ai mis la LMR qui est à 20 microgrammes kilo, très très rapidement, la courbe s'emballe et d'une manière exponentielle. Et j'ai enlevé quelques points parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on culmine à 3800, là je suis à 500. Donc j'ai écrémé vraiment des valeurs les plus élevées, mais je pense que le graphe est sans appel. Dès qu'il y a la chlordécone dans le sol, ça s'emballe très très vite. Il est de même pour le foie. Pour la cuisse, on va pas dire que c'est pas rassurant, mais ça s'emballe, on va dire, un peu moins vite. Ça veut dire que, là, ici, pareil, j'ai mis la LMR à 20, donc elle est là. Les cuisses, notamment sans peau, là, les valeurs qui sont ici dans la littérature, restent relativement proches de la LMR. Si le sol n'est que faiblement contaminé, on va dire, si on reste dans cette zone-là, on culmine à 40, c'est le double de la LMR, où on peut commencer à réfléchir, est-ce qu'en appliquant des pratiques d'élevage beaucoup plus draconiennes avec contrôle, etc., donc avec beaucoup de scie,
peut-être on peut faire quelque chose. Je pense qu'au-delà d'ici, ça s'emballe aussi. Donc là, il faut arrêter de réfléchir. Là, on est clairement dans le rouge et dans le rouge écarlate. Alors, les facteurs de variation de la contamination via le sollicite. Alors, les pratiques d'élevage, tout compte fait, sont pas si variables que ça. Ce qui nuit un tout petit peu à la sensibilité de l'analyse. Je peux uniquement analyser une variabilité s'il y en a. Donc, tout compte fait, c'était pas si variable que ça. Donc là, j'ai une puissance de l'essai qui est pas terrible. Les tissus des oiseaux, donc là, en gros, ce que je montrais, en plus, c'est confirmé parce que les collègues ont dit auparavant, foie, œufs sont des tissus les plus sensibles, cuisses, en plus en peau, beaucoup moins sensibles. L'alimentation est où? Donc, il faut absolument que les animaux sont alimentés de manière non souillée. Donc, vous voyez ici, pour l'eau, les deux façons de faire, une petite gamelle, où la poule gratte, ou voit l'eau qui est pleine de sédiments. Là, oui, forcément, l'entrée des chlordécones n'est pas du tout le même. Il est de même pour les aliments qui sont éventuellement produits dans les jardins. Ma vie, si on a des racines, des tubercules qui sont dans un sol qui chlordéconné, quelque part on apporte davantage de chlordécone aux animaux, ce qui ne peut rien manger. Le contact avec le sol, il est absolument à limiter. Donc, on pense bien sûrement sur le parcours. Ici, un exemple que j'ai pris sur le site du Maniero. Vous avez donc devant la cabane, vous avez un sol qui est nu, un peu plus loin, le sol est couvert de l'herbe, ce qui fait un tout petit peu tampon et réduit la gestion du sol. On a les mêmes phénomènes ici. Mais on oublie souvent aussi le bâtiment. Si le bâtiment est en terre battue, mais ça ne peut rien arranger. Après, c'est pas parce qu'il est en béton ou éventuellement lui ou le vent peut, la pluie ou le vent peuvent aussi apporter du sol qu'on a l'abri, mais ça réduit l'intensité des performances. Donc l'œuf est la porte-sortie majeure. Ça veut dire qu'en clair, une ponte intensive, bah oui, c'est très fâcheux pour la concentration dans les œufs, mais ça décontamine la poule. Ah oui. Et une prise de poids, bah oui, ça peut m'arranger, hein. La prise de poids dilue le CLD absorbé, dans tout petit peu ce que Maurice Mailleux nous a raconté tout à l'heure sur les bovins. On a la même chose sur les coqs. Donc les coqs qui avaient des rythmes de croissance un peu plus soutenus, mais par la masse corporelle, ça a tendance à diluer un peu plus. Néanmoins, ah oui, deux facteurs qui m'ont souvent été retorqués lors des enquêtes. Est-ce qu'il y a une différence entre poules et coqs? Bah, avec le jeu de données que j'avais certes pas une puissance de l'essai stratosphérique, mais c'était pas flagrant. Et puis, j'ai aussi souvent entendu que les poules gemmes, ce serait complètement autre chose que les souches métropolitaines. Mes données ne me permettent pas de stipuler une différence quelconque entre les deux types génétiques. Ça veut dire que tous ces facteurs-là, oui, bien sûr, ils peuvent réduire le risque. Mais, et ça, il faut vraiment marteler, à condition que la contamination du sol est faible. Si la contamination du sol n'est pas faible, ce ne sont pas les conditions des pratiques d'élevage qui vont vous sauver. Alors, la décontamination est-elle possible? Si on parle de décontamination, la condition préalable est que on retire les animaux de la source d'exposition. Sinon, il ne faut pas parler d'une décontamination. Hein, donc ça, c'est la première condition. Je pense que ça mérite d'être redit. Alors, ma collègue Agnès Fournier est en train de valider un modèle qui permet de mimer, en fait, le transfert de la chlordécone à partir de l'exposition environnementale vers l'œuf. C'est un modèle semi-physiologique qui est présenté dans un poster et qui permet un tout petit peu d'obtenir ce que mes collègues ont déjà présenté sur d'autres espèces. On a donc, quand la poule est exposée à la chlordécone, la chlordécone s'enrichit donc dans les œufs jusqu'à ce qu'elle atteigne au plateau. Hein, c'est un tout petit peu ce qui serait la développe pas. On coupe l'exposition à la chlordécone à ce moment-là. Par exemple, on les transfère dans un endroit dans lequel il n'y en a pas. Et on a donc une courbe de descente, ce qui est la décontamination. Alors, nous avons étudié en conditions contrôlées, donc oui, ça ressemble pas beaucoup aux Antilles, mais on a vraiment pris, on va dire, la poule de compétition avec un taux de ponte de plus de 90%, et on a un temps de demi-vie dans les œufs de 5 à 6 jours. Ça veut dire, en gros, en 6 jours, la concentration de chlordécone dans les œufs est divisée par 2. Une autre étude qui était menée pas loin d'ici, en Martinique, sur des canards sous les goyaviers.
voilà, sur un sol qui était moyennement contaminé en chlordécone. Ce sont dans des cannes qui ont eu un taux de ponte de 20%, donc pas la même intensité de ponte, pas la même espèce, donc il faut faire attention du comparaison, mais c'est sans appel, on passe en temps de demi-vie 19 jours. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Ça veut dire que la décontamination pour atteindre la LMR varie. Donc, dans cette étude des canards, dans les foies et les œufs, donc les tissus les plus sensibles, les plus fragiles, il faut 12 à 13 semaines pour que, sur un sol moyen contaminé, ces tissus atteignent à nouveau la LMR. Dans les cuisses, ça allait beaucoup plus vite, ça veut dire la moitié du temps. Dans des conditions intensives, c'est pas uniquement que le temps de demi-vie beaucoup plus court, mais on n'a aussi pas eu cette différence entre les tissus. Ça se tenait en gros pour tous les tissus aux alentours de 6 jours le temps de demi-vie. Donc là aussi, on n'a pas que la moyenne, mais on a aussi l'écart type qui est très très différent en fonction du type d'élevage. En conclusion, pour respecter le temps, la volaille se contamine rapidement, même sur le sol modestement contaminé. Le sol est donc le facteur prépondérant. Il faut donc, en conséquence, limiter au maximum l'ingestion du sol par les oiseaux. Par une stricte application de pratiques très protectrices, ce qui est la règle de base. Au-delà de cette règle de base, je pense que c'est pas la peine de réfléchir à autre chose. Il faut aussi se rappeler que les performances, donc l'intensité de ponte, déterminent la vitesse à la fois de la contamination, mais aussi la décontamination. Donc ça veut dire qu'en taux de ponte de 20% et en taux de ponte de 90%, ça résonne pas du tout pareil. Pour moi, il y a deux cas de figure qui sont à différencier en fonction de la contamination du sol. Soit que le site est sur un sol très faiblement contaminé, on va dire moins que 0,1 mg/kg. Dans ce cas, il est possible d'obtenir des produits conformes en appliquant rigoureusement les pratiques protectrices par rapport à l'alimentation, l'eau, la façon de le distribuer et le type de parcours qu'on met à disposition des animaux. Si on a une contamination notable, on va dire que si on a franchi la barre de 0,5 mg/kg, alors ça me semble très compliqué d'obtenir des produits non conformes et surtout pas des œufs. Maintenant, vous allez me demander, et entre les deux, entre 0,5 et 0,1, on fait quoi? C'est la zone grise, nous sommes en biologie, avec beaucoup de scie, avec des pratiques très très protectrices et des tissus, on va dire, genre élevage de volailles de chair, peut-être des choses qui sont jouables. Néanmoins, ça mérite quand même un contrôle, un suivi, pour s'assurer de ne pas mettre des produits sur le marché qui peuvent s'emballer de la manière que je vous le montrais. Je vous remercie de votre attention.